Klein, bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver aux Utopiales. Vous étiez déjà venu en 2012. Alors, évidemment, on ne vous présente plus, mais tout de même, vous êtes physicien, docteur en philosophie, chercheur. Vous publiez beaucoup dans la volonté de rendre la science accessible, mais comme disait Einstein, de rendre les choses simples autant que possible, mais pas plus simples. Une phrase que vous citez assez régulièrement. Alors, je vous conseille au public, par exemple, la collection Champ, la collection chez Flammarion, des petits livres jaunes, où Étienne Klein présente la physique, la science, mais aussi des beaux portraits de ceux qui la font à travers des ouvrages qui sont enchanteurs, parce que très, très lisibles et plein d'enseignements. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui paraît simple à poser, qui est qu'est-ce que le réel? Alors, je voulais vous demander au départ d'où vient, si elle est vraie, la confusion que fait le grand public entre réel et vrai. On a tendance à les prendre pour synonymes. Bon, bonjour à tous. La confusion entre réel et vrai, à vrai dire, je ne sais pas très bien d'où elle vient. Il me semble qu'elle vient peut-être du fait que on dira d'une théorie physique, par exemple, qu'elle est vraie si elle rencontre le réel exactement comme les prédictions qu'elle permet de faire. C'est-à-dire, elle s'engage sur des prédictions de résultats d'expérience, par exemple, et si ces résultats obtenus par l'expérience sont toujours conformes aux calculs théoriques et aux prédictions qu'on peut en tirer, on dira que la théorie est vraie. En fait, le mot vrai en science, on l'utilise de moins en moins, parce que Karl Popper est passé par là, et il a expliqué qu'une théorie ne pouvait jamais se dire complètement vraie, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle expérience dont un résultat pourrait falsifier les bases conceptuelles. Donc, j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression plutôt que les scientifiques utilisent de moins en moins le terme de vérité. Et ce qu'ils visent, c'est plutôt d'entrer en contact avec le réel, pas forcément de le décrire complètement, mais au moins de trouver des points de contact qui puissent leur permettre d'éprouver leur théorie. Alors, en fait, on peut imaginer qu'il y a deux exceptions du rapprochement entre vrai et réel. Il y a ce que vous dites effectivement qui est remis en cause en science. Vous évoquez souvent, par exemple, la différence de statut de la science de ses buts entre Einstein et Bohr, par exemple. Mais par exemple, du côté du grand public, on peut imaginez que si on demandait aux gens ici, la science a pour but de rendre compte du vrai, du vrai tel qui se manifeste dans le réel, et peut-être aussi, autre critère qui est peut-être faux, hein, du vrai, mais que vous reprochez régulièrement dans vos travaux, qui est que la science serait une activité pratique et utile. Donc ce qui suppose peut-être qu'on interroge la science avant d'interroger le réel. Voilà, quand on dit que le réel c'est la vérité, ça pose la question de savoir de quel réel on parle. Or, il y a un réel qui est mensonger, par exemple, c'est le réel tel que nous le renvoient nos sens, la perception, l'observation. Par exemple, les lois que nous tirons de l'observation directe sont en général fausses. Par exemple, l'observation de la chute des corps nous montre, lorsqu'on laisse tomber des objets de masse différente, que les plus massifs tombent plus vite que les plus légers. Et donc l'observation de ce phénomène nous fait, à partir d'elle, inférer une loi qui est que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus massifs, et cette loi est fausse. Et donc, ça c'est une grande remarque de Bachelard, faire de la physique, c'est accepter de penser contre son cerveau. C'est-à-dire accepter de remettre en cause des notions qui nous paraissent évidentes ou familières ou habituelles, sous prétexte que précisément elles nous sont habituelles. Et ça invite donc à porter un regard critique sur les phénomènes que nous pouvons observer. Wittgenstein, grand philosophe, a dit cette phrase que je trouve étonnante: c'est un fait étrange, tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Et donc ça pose la question de ce que fait notre cerveau dans le rapport que nous avons avec la réalité. Est-ce qu'il y a une part de projection? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des structures cognitives dans notre cerveau que nous projetons
sur le réel et lui attribuons des propriétés qu'il n'a pas en propre, parce que ce sont des propriétés qui viennent de nous en partie, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est le réel extérieur qui s'imprime de façon assez directe sur notre cerveau, avec évidemment des allers-retours, des corrections progressives, de sorte qu'à la fin, on finit par découvrir les vraies lois de la réalité. Donc ça, c'est des débats passionnants qui mobilisent les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la théorie de la connaissance. La théorie de la connaissance, c'est en gros expliquer comment ce qui n'est pas moi, par exemple une bouteille, voilà, cette bouteille n'est pas moi, elle a des propriétés qui lui sont propres par définition. Donc vous voyez qu'en disant cela, j'invoque une séparation entre l'objet que je veux comprendre et le sujet que je suis. Il y a une séparation. Si j'identifie les deux choses, la notion même de théorie de la connaissance n'a plus de sens. Donc j'ai un objet qui est en soi, qui n'est pas moi. Et comment moi puis-je connaître cet objet qui n'est pas moi? Et donc, en général, on invoque des structures opératoires qui permettent de faire la transition. Et tous les débats portent sur la question de savoir si ces structures opératoires appartiennent au sujet. Est-ce qu'elles appartiennent à l'objet? Est-ce qu'elles sont entre les deux? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Avec cette classification, vous pouvez à peu près recouvrir tout le spectre des théories de la connaissance. Mais puisque dans le résumé que vous avez proposé pour cette discussion, on parle de mécanique quantique, il y a eu cette semaine un article dans Nature absolument incroyable qui vient clore un débat qui a démarré en 1935. Donc il a fallu 80 ans pour régler une question à propos du réel en physique quantique précisément. Alors je ne crois pas que j'ai le temps ni les moyens d'expliquer tout ça, mais peut-être donner quelques indications quand même. Les créateurs de la physique moderne, c'est-à-dire Galilée, Descartes et quelques autres, sont des gens qui, pour ce qui est de la physique, adhéraient à ce qu'on pourrait appeler un mécanicisme. Ils pensaient qu'on pouvait décrire tous les éléments de réalité avec des concepts comme celui de position, de figure, de mouvement. Et avec ça, on peut décrire le monde. D'ailleurs, cette façon de parler, c'est celle que nous utilisons pour décrire les objets. Aujourd'hui encore, on parle des choses en termes mécanicistes. Ensuite est apparu le XXe siècle, qui a démarré fort en matière physique avec la théorie de la relativité, les deux théories de la relativité, la physique quantique. Et ce qu'on a vite compris, c'est que ce mécanicisme qui a présidé à la naissance de la physique moderne, il ne marche pas. Autrement dit, pour comprendre le réel, il ne faut pas s'appuyer sur des concepts familiers, ni même sur des concepts qui nous sont devenus familiers. Il faut en passer par des concepts beaucoup plus abstraits, comme ceux qu'on trouve dans la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Il faut accepter des formules universelles mathématiques comme E égale MC2, dont on ne voit pas tout de suite à quoi elles correspondent. Bref, ce mécanicisme initial a été remplacé par ce que certains appellent l'einsteinisme, du nom d'Einstein, c'est-à-dire l'idée qu'on peut comprendre le réel, non pas à partir des concepts familiers, mais à partir de concepts mathématiques abstraits, qui, bien agencés dans une théorie, nous permettent de comprendre, presque par bijection, le réel. C'est-à-dire, c'est l'idée que les concepts qui sont dans la théorie doivent avoir une contrepartie dans le réel. Et tout ce qui est dans le réel doit avoir une contrepartie dans la théorie. Si ça n'est pas le cas, la théorie en question sera dite incomplète, puisqu'il lui manquera des éléments de réalité. Donc cet einsteinisme, qui je pense a été revendiqué par beaucoup de physiciens, a été mis en crise par la physique quantique. Parce qu'Einstein, en 1935, avec deux collègues, alors qu'il était aux États-Unis, qui s'appellent Rosen et Podolsky, écrit un papier absolument incroyable, de 4 pages, qui d'ailleurs va faire la une du New York Times. Le New York Times fait sa une sur ces papiers d'Einstein, dans lequel Einstein pose la question suivante: est-ce que la physique quantique peut être considérée comme complète? Et à l'issue de cet article de 4 pages, il répond non. Alors, c'est un article assez puissant, difficile à résumer, mais en gros, Einstein montre que si la physique quantique reste comme elle est,
alors elle ne pourra pas satisfaire à des critères de réalité élémentaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je dois rappeler qu'en physique quantique, le principe de base qu'on utilise, c'est le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on dit qu'un système physique, s'il peut être dans un état physique A ou bien dans un état physique B, il peut aussi être dans l'état A plus B. C'est-à-dire qu'on peut ajouter les états. Par exemple, un électron, il peut être dans l'état A, c'est-à-dire à cette position, celle que j'indique ici. Il peut aussi être à l'état B, cette autre position. Et bien, s'il peut être en A ou bien en B, la physique quantique vous dit que vous pouvez préparer des électrons qui seront dans l'état A plus B. A plus B. Ça veut dire quoi A plus B? Eh bien, c'est tout le problème. Ce que dit la physique quantique ordinaire, orthodoxe comme on dit, c'est que si vous faites une mesure de la position d'un électron qui est dans l'état A plus B, il y a une chance sur deux que vous trouviez A, et il y a une chance sur deux que vous trouviez B. Mais si vous êtes un physicien classique, vous concevrez qu'une mesure faite sur un système est une opération passive, une opération neutre. Faire une mesure, pour un physicien classique, c'est enregistrer une propriété qui est déjà là. C'est une sténographie du réel. De sorte que la mesure ne modifie en rien l'objet qui est mesuré. Et donc, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand l'état est A plus B, si je trouve A, il y a une chance sur deux que je trouve A, admettons que je fasse la mesure, je trouve A, j'en déduis, si je suis un physicien classique, que la particule que je trouve dans cette position y était déjà immédiatement avant que j'ai fait la mesure. Or, avant la mesure, quel était l'état de la particule d'après la mécanique quantique? C'était pas A, c'était A plus B. Et donc, Einstein dit, il manque quelque chose à la théorie. Si j'ai trouvé A, la théorie aurait dû me dire que ce serait A. Si elle est capable de me le dire, si elle ne me renvoie qu'à des probabilités de trouver tel ou tel résultat, c'est qu'il lui manque des informations. C'est ce qu'on appelle des variables cachées. Et donc, il dit, la physique quantique telle qu'elle est ne satisfait pas aux critères de réalité élémentaire, et, etc. Et puis surtout, il met en scène une situation qu'on appelle EPR, du nom des initiales, du nom des trois initiales des trois auteurs de l'article, paradoxe EPR. Il montre que si la physique quantique a raison, quand on a affaire à deux particules qui s'éloignent l'une des autres jusqu'à des distances aussi grandes que l'on veut, ces particules peuvent être intriquées d'une façon telle que, faisant une mesure sur l'une d'entre elles, ça modifie instantanément les propriétés de l'autre qui est située éventuellement à des milliards d'années-lumière de la première. Comme s'il y avait une information qui se transmettait instantanément, c'est-à-dire plus vite que la lumière. Et donc ça lui paraît scandaleux, et cette expérience de pensée lui sert d'argument pour dire que la physique quantique est incomplète, il lui manque des informations. Alors comme je vois à vos têtes que je ne suis pas clair, je vais prendre une analogie peut-être plus simple à comprendre. Imaginez que j'ai deux cartes, une qui est, disons, bleue, l'autre qui est rouge. Je mets chacune de ces deux cartes dans deux enveloppes différentes que je scelle. Je les mélange, et donc je ne sais plus où j'ai mis la carte rouge et où j'ai mis la carte bleue. La première enveloppe, je la donne à Paul. La seconde enveloppe, je la donne à Jules. Ensuite, Paul et Jules s'éloignent l'un de l'autre. Et Paul va ouvrir son enveloppe, voir que sa carte est bleue, et aussitôt, il saura que la carte de Jules est rouge. Est-ce qu'il existe un moyen pour Jules de savoir quelle est la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe? Oui, il suffit qu'il téléphone à Paul. Autrement dit, Jules peut avoir connaissance de la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe. Et l'explication de cette affaire est simple, c'est que c'est au moment du tri que la répartition des couleurs a été faite, et en fait, dès le tri effectué, la propriété de la carte, sa couleur, était déterminée, et c'est simplement cette corrélation initiale
qui explique la corrélation entre les résultats de mesure entre Paul et Jules. Or, la physique quantique, dans la majeure des situations, vous oblige à admettre des choses plus compliquées. À savoir que c'est le fait d'ouvrir, pour Paul, son enveloppe, qui détermine la couleur de sa carte. Avant, la carte était une superposition de rouge et de bleu, donc indéterminée. Il ouvre son enveloppe, il voit rouge. Aussitôt, il voit rouge au sens figuré du terme. Et aussitôt, ça veut dire que l'état superposé A plus B devient A si A est la couleur rouge. Et aussitôt, sans qu'il y ait transmission d'un signal, ça vient déterminer la couleur de la carte de jeu. Donc pour Einstein, ça c'est absolument impossible à concevoir. C'est l'idée qu'il y aurait donc propagation de signaux plus rapide que la lumière. C'est une sorte de scandale qui est suffisant pour qu'il remette en cause la complétude de la physique quantique. Non pas sa vérité. Sa complétude ne dit pas qu'elle est fausse. Il dit que c'est une étape intermédiaire et qu'il faudra un jour la compléter par des variables cachées qui rétabliront un critère de réalité classique et qui en même temps rétabliront le déterminisme. On n'aura plus besoin d'avoir affaire à des probabilités. Et cet article a été lu par tous les physiciens de l'époque, notamment par Niels Bohr, qui a répondu 4 semaines plus tard, un texte très confus, dans lequel il pose la même question. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est le même titre que celui de PR. Est-ce que la physique quantique peut être considérée comme complète? Et Bohr répond oui. Oui, pourquoi? Parce que la propriété d'un objet réel n'est pas une propriété qu'il possède en propre. C'est une propriété qui est partagée entre l'objet et l'appareil de mesure qui mesure cette propriété. Par exemple, la vitesse d'une particule n'est pas une propriété des particules. C'est une propriété partagée entre l'objet et l'instrument de mesure, qui est une notion très, très difficile à comprendre. Ça veut dire que l'objet et le sujet s'entremêlent ou entremêlent leur rôle dans l'opération de mesure. Donc voilà, c'est le début d'un débat, 1935, qui a au départ pas vraiment passionné les physiciens parce qu'ils pensaient que c'était un débat métaphysique à tous les sens du terme. C'était au-delà de la physique et c'était également métaphysique par le fait qu'on adhère à la position d'Einstein ou qu'on adhère à la position de Bohr, ça ne changeait pas la façon d'utiliser les équations. C'est simplement leur interprétation qui était différente. Bon, et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, des physiciens ont commencé à revenir sur ce problème, et notamment un physicien irlandais qui s'appelle John Bell, en 1964. Il était physicien au CERN, il a pris une année sabbatique pour réfléchir à ces questions, et il a pu montrer, par un papier incroyable, que selon qu'on adhère à la position de Bohr, la mécanique quantique est complète, ou selon qu'on adhère à la position d'Einstein, la mécanique quantique est incomplète, eh bien, dans certaines situations, les prédictions que l'on fait dans une expérience de pensée qui va devenir plus tard une expérience réelle ne seront pas identiques.